L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée relatif à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale. Dans la discussion générale, la parole est à Monsieur Michel Sapin, ministre du Travail, de l'Emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Monsieur le Président, Messieurs les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les sénateurs et sénatrices, j'ai l'honneur, comme vous venez de l'annoncer, Monsieur le Président, au nom du Gouvernement, de vous présenter le projet de réforme relatif à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale. Ce texte, semble-t-il, est porteur de réformes d'ampleur, de réformes cohérentes et de réformes qui marquent l'aboutissement de négociations et de concertations réussies. Avant d'apporter des éléments de réponse à quelques critiques partielles et pour éviter toute forme de caricature sur tel ou tel aspect du texte, je souhaiterais évidemment vous en exposer la philosophie d'ensemble en deux temps. En premier lieu, il faut souligner à quel point ces réformes sont fondatrices, ou plus exactement refondatrices, en construisant de nouveaux équilibres autour d'acteurs matures, l'individu et l'entreprise dans notre système de formation professionnelle, les partenaires sociaux dans notre démocratie sociale. En second lieu, je veux dire que la liberté laissée à ces acteurs ne peut fonctionner que dans le cadre de solidarité forte autour d'une régulation territoriale, professionnelle et nationale. C'est vrai pour la formation professionnelle, pour la démocratie sociale, pour notre système d'inspection du travail. Je ne crains pas de le dire, le texte qui vous est présenté est effectivement fondateur, ou plutôt, disais-je, refondateur. Les sujets qu'il porte ne sont pas nouveaux. Ils ont fait l'objet de nombreuses réformes, parfois trop nombreuses. Mais nous avons l'ambition d'en revenir aux fondements de politiques concernées, en les repensant à l'aune des enjeux que nous connaissons aujourd'hui et des équilibres nouveaux qui peuvent être construits avec des acteurs qui ont gagné en maturité. Dans le champ de la formation professionnelle, la loi dite Delors de 1971 a été décisive. Elle est en elle-même l'expression d'une forme de consensus politique qui peut se nouer sur des questions de cette nature. Portée par un homme de gauche, issu d'un accord entre le patronat et les syndicats, mise en œuvre par le gouvernement de Chaban-Delmas, elle a été à l'origine du développement de la formation professionnelle dans notre pays. Beaucoup de ces objectifs demeurent d'actualité et guident la réforme présentée aujourd'hui. L'élévation du niveau de qualification comme facteur de compétitivité et la promotion sociale et professionnelle, par exemple. Mais on ne peut pas penser le système de formation professionnelle comme en 1971. Au début des années 70, l'effort de formation des entreprises était de l'ordre de un peu au-dessus de 1% de la masse salariale. Il est passé aujourd'hui à presque 3%. Mais il connaît une érosion depuis le début des années 90. Au début des années 70, seulement 7% de la population avait le bac et 20% d'une génération réussissait alors le bac, contre plus de 75% aujourd'hui. Au début des années 70, surtout, nous ne connaissions pas le chômage d'aujourd'hui, c'était encore la période de plein emploi. Autant de raisons pour refonder la formation professionnelle sur des bases nouvelles qui reposent sur l'autonomie et la liberté. L'autonomie et la liberté de l'individu pour construire son parcours, d'une part, l'autonomie et la liberté de l'entreprise pour investir dans la formation et dans les compétences, d'autre part. Bien entendu, l'apport majeur de la réforme, chacun ici le sait, est le compte personnel de formation, entièrement portable et transférable, de sorte qu'il suivra l'individu tout au long de sa vie, lui permettant de faire des choix là où la formation n'était souvent qu'une obligation à la main de l'employeur. Par son financement renforcé, parce qu'il peut se combiner avec d'autres dispositifs de formation, parce qu'il est un élément de négociation avec son employeur,
parce qu'il redonnera l'envie de se former, le compte personnel de formation ramène la personne sur le devant de la scène et met une partie de son destin entre ses mains. Mais le changement qu'il induit, ce compte personnel de formation, est plus profond encore. En attachant les droits à la personne et non plus au poste de travail, le compte personnel de formation est un levier de ce qu'on appelle, en termes académiques, la sécurisation des parcours professionnels. Puisque l'univers de l'emploi est mouvant, puisque les emplois se succèdent au cours d'une vie, nous voulons que la formation professionnelle soit présente et mobilisable à tout instant, surtout au moment de la fragilité, sous la forme d'un licenciement, par exemple. Et si ce n'est pas une fragilité, mais une opportunité qui surgit, une promotion à saisir, par exemple, l'enjeu est le même, que la formation soit là et permette de convertir l'esquisse d'un rêve en une réalité tangible. Et peu importe les cases alors, les cloisons ou les statuts, les droits à la formation les enjamberont grâce au compte personnel de formation. Au centre, il y aura désormais le choix de chacun. Le DIFE avait ouvert la voie, trop timidement. Le nouveau compte personnel de formation fait un pas immense. Il est la réponse sociale au changement économique et outille les salariés dans l'économie moderne. Je crois pouvoir dire que sur ces bancs, vous avez été nombreux à rêver de la sécurité sociale professionnelle depuis longtemps. Nous en construisons aujourd'hui une composante essentielle, centrée sur chaque travailleur et garantie collectivement. Du côté des entreprises, la réforme vise à faire de la formation professionnelle un investissement reposant sur le développement des compétences. Il faut passer, c'est l'objet de ce texte, d'une obligation formelle de financer à une obligation réelle de former. Cela veut dire une chose, la formation professionnelle sera demain davantage un objet de discussion et d'implication des acteurs. Le changement du système est aussi un changement d'esprit. Et puisqu'il suppose des acteurs forts, ce changement de système, j'en viens évidemment au titre 2 de la réforme qui vous est proposée. Pour poursuivre la refondation de notre démocratie sociale, il nous faut des acteurs en capacité de dialoguer, c'est-à-dire reconnus, légitimes et donc forts, reconnus parce que légitimes, légitimes parce que responsables, responsables parce que forts, forts parce que capables d'obtenir des avancées par le compromis. C'est là la mécanique vertueuse du dialogue social à la française. Cette mécanique a aujourd'hui besoin d'aller plus loin pour asseoir la légitimité et la représentativité du patronat d'une part, pour apporter plus d'efficacité et de transparence dans le financement des acteurs sociaux d'autre part. Le texte apporte ainsi les compléments nécessaires à la réforme de la représentativité syndicale dont je n'oublie pas qu'elle a été initiée par Gérard Larcher. Sur ce sujet également, nous sommes des forces politiques différentes, mais nous pouvons nous entendre sur la nécessité d'accorder la légitimité suffisante à la négociation sociale. Bien souvent, notre pays est caricaturé comme le pays du conflit social. Il existe ce conflit, évidemment. Personne ne peut nier les divergences des intérêts. Personne ne peut nier non plus qu'il faut pouvoir les dépasser au bénéfice de tous et fonder des compromis non seulement solides économiquement et socialement, mais qui permettent à chacun d'avoir la tête haute, et notamment aux représentants syndicaux qui retournent devant leur base après avoir signé un accord. Contrairement aux idées reçues, notre pays a connu une diminution très importante de la conflictualité dans les entreprises. La négociation collective est intense dans les branches et dans les entreprises. Tous les syndicats signent des accords. Et dans une société marquée par l'individualisme, il faut du courage pour endosser la responsabilité de parler au nom de ses collègues. Il en faut aussi du dévouement pour essayer d'améliorer sans cesse le sort du collectif. Et bien des représentants du patronat savent qu'être patron, ce n'est pas régner sans partage, mais c'est avoir la responsabilité d'une équipe et d'un dialogue. Ceux-là aussi ont compris que le dialogue social n'est pas une perte de temps ou une perte d'argent, mais plutôt un facteur d'efficacité de l'entreprise et plus globalement de notre économie. Nous rendrons donc service à ces acteurs de la démocratie sociale
souvent trop peu considérés, en renforçant leur légitimité, en fondant leur représentativité sur des bases désormais claires, y compris du côté patronal, c'était une lacune de notre système, en rendant leur financement plus transparent, en particulier en reconnaissant qu'au-delà du socle essentiel que constituent l'adhésion, les missions d'intérêt général qu'exercent les syndicats et les organisations patronales doivent être financées dans un cadre clair. Il en va de même pour les comités d'entreprise. Nous avions eu l'occasion d'en parler ici avec vous-même, Madame Procaccia, il y a quelques mois. Je m'étais engagé à revenir vers vous avant les calendes de mars, me souviens-je. Je suis au rendez-vous. Nous ne sommes pas encore au mois de mars. Vous voyez, j'ai tenu mes engagements précisément et en respectant les dates. Cette refondation, portée par ce texte, ne sera fructueuse que dans un cadre de garantie collective, de solidarité, de régulation, qui doivent s'exprimer à 3 niveaux. Au niveau territorial, au niveau professionnel et au niveau national. Un mot pour commencer sur les solidarités et régulations territoriales en matière de formation professionnelle. C'est essentiel, pas seulement parce que nous sommes aujourd'hui au Sénat. Les réformes proposées ont une forte résonance territoriale. C'est là qu'elles prendront leur force et toucheront leurs destinataires. Ancrage territorial fort tout d'abord avec l'achèvement de la décentralisation de la formation professionnelle, des personnes privées d'emploi, mais aussi du pilotage de l'apprentissage et du service public de l'orientation. L'espace régional est reconnu comme celui de la mise en cohérence, en complémentarité de toutes les interventions, au-delà même de celles de la collectivité régionale. C'est ainsi que se construiront les réponses adaptées à chaque territoire, à chaque bassin d'emploi, à chaque tissu économique et social, et ce point me paraît fondamental. En effet, la formation professionnelle est gage d'insertion, si et seulement si elle est adaptée aux besoins en compétences d'un territoire, toujours spécifique. Quelle localisation de l'offre de formation? Quelle formation prioritaire? Quelle adaptation aux besoins des publics, à ceux des entreprises du territoire? Comment incarner enfin un service public de l'orientation qui soit bien identifié par tous, capable de répondre aux demandes, mais aussi d'aller chercher les jeunes qui ne poussent pas sa porte? Ces questions concernent tous les acteurs, mais les réponses sont à construire territorialement, en cohérence avec les stratégies de développement économique. Mais au-delà du territoire, la réforme de la formation professionnelle repose aussi sur des solidarités et des garanties collectives au niveau professionnel, dans la branche ou au niveau interprofessionnel. Il ne s'agit pas de laisser l'individu seul avec ses doutes et ses projets. Le compte personnel de formation n'est pas un chèque formation que le salarié ou le demandeur d'emploi devrait mobiliser seul face à lui-même. Et c'est pourquoi la réforme affirme le droit à la qualification, donne corps au conseil en évolution professionnelle, élargit l'accès à la validation des acquis de l'expérience. En effet, l'enjeu de l'époque que nous vivons n'est plus seulement le diplôme, mais bien de se former tout au long de sa vie. La réforme, au fond, porte un message. Vive la deuxième chance, ou la troisième, ou la quatrième chance. Être brillant ou non à 20 ans ne signifie plus que vous le serez encore ou toujours pas à 50 ans. Et c'est ainsi que nous pourrons, me semble-t-il, remettre en marche l'ascenseur social. De la même façon, les entreprises, et notamment les plus petites, ne seront pas les abandonner dans cette réforme. La mutualisation vers les très petites entreprises est renforcée de manière inédite. Et le débat à l'Assemblée nationale a permis de renforcer, là aussi, les outils de mutualisation au profit des PME. Les fonds mutualisés de la formation professionnelle seront affectés plus puissamment à des enjeux relevant de l'intérêt général et pour lesquels une régulation publique est légitime. L'accès à un premier niveau de qualification, la progression et la promotion professionnelle, le retour, évidemment, à l'emploi durable. Du territoire, il en est encore question dans la réforme de la démocratie sociale. Les acteurs sociaux dans l'entreprise, dans les branches, dans les régions, doivent être renforcés pour porter les négociations sur une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences qui soit adaptée aux enjeux territoriaux. Je crois notamment
que l'espace régional est un défi à relever pour le renforcement des partenaires sociaux, s'ils souhaitent porter efficacement les enjeux de la réforme, pour le compte personnel de formation, pour l'apprentissage, pour les formations prioritaires. Je veux encore vous parler de solidarité territoriale en abordant le titre 3 de la réforme, et notamment celle de l'inspection du travail. L'inspection du travail est elle-même enracinée sur le territoire, au point que son organisation est entièrement territoriale. C'est la section. Mesdames, Messieurs les sénateurs, je le dis pour dissiper les craintes, si ces craintes pouvaient exister, la section de l'inspection du travail est évidemment préservée. Elle est et restera la réponse de proximité pour un salarié qui n'a pas été payé ou dont les droits sont bafoués, mais aussi pour une entreprise qui cherchera le conseil, qui est le conseil nécessaire et adéquat pour répondre à une situation. Mais nos territoires sont parfois bien peu de choses face aux grands mouvements économiques. Mondialisation, liberté de circulation au niveau européen, éloignement des lieux de décision par rapport aux lieux de production. Je pense par exemple aux fraudes, au détachement de travailleurs étrangers. Je pense aussi à la sous-traitance en cascade. L'effet de ces montages complexes et illicites est double. La concurrence déloyale et le dumping social mettent sur le flanc nos entreprises et détruisent nos emplois. Et parallèlement, ces montages exploitent des travailleurs étrangers qui ne demandent qu'à améliorer leur sort et qui se trouvent précipités dans des situations de travail sans protection, avec une rémunération indécente et des conditions de travail insupportables. Eh bien, il nous faut nous organiser, adapter notre inspection du travail au monde du travail du XXIe siècle et apporter les bonnes réponses au meilleur niveau. À côté de la section niveau confirmé de proximité, des unités régionales de contrôle et un groupe national de contrôle sont créés par la réforme. Ils faciliteront le travail collectif avec les autres corps de contrôle. Et surtout, les inspecteurs vont pouvoir remonter les cascades de sous-traitance, disposer de moyens nouveaux et agir donc plus efficacement pour la protection de tous les travailleurs et pour l'égalité de concurrence entre tous et en particulier toutes les entreprises. Il m'est arrivé d'aller sur des chantiers. J'ai vu des travailleurs venus de pays de l'Est de l'Europe. Je mesure les situations de concurrence déloyale et leur potentiel destructeur pour la cohésion nationale et européenne. Nous allons les combattre, ces situations, et protéger ces travailleurs, comme les entreprises qui payent leurs cotisations, respectent le droit du travail et créent de l'emploi en France. Et c'est là le sens du service public de contrôle du travail, le sens d'une politique régalienne. Nous ne laisserons donc pas choir nos entreprises et nos travailleurs en considérant que seul le marché gouvernerait et que nous ne serions peu de choses face à la délinquance internationale. Vous le percevez, mesdames et messieurs les sénateurs, le texte que je vous présente est évidemment porteur de réformes puissantes et ambitieuses. Je souhaiterais néanmoins apporter quelques éléments de clarification en réponse à des échos partiellement interrogatifs sur tel ou tel aspect. D'abord sur la méthode. Les 3 volets de la réforme ont été bien préparés et dans l'ensemble bien accueillis. Un large accord national interprofessionnel a été conclu sur la formation professionnelle, preuve que le dialogue social est la bonne méthode pour faire réformer la France. Une grande concertation a été conduite entre l'État, les régions et les partenaires sociaux sur le compte personnel de formation. Une concertation approfondie a été menée sur la réforme de l'apprentissage, avec plus d'une trentaine d'organisations à l'automne dernier. De très nombreux échanges avec les partenaires sociaux ont eu lieu sur la question de la démocratie sociale et de son financement. Un dialogue intense s'est à l'œuvre depuis près de 2 ans sur la réforme de l'inspection du travail et j'ai personnellement présidé 5 comités techniques ministériels, de multiples réunions de concertation qui ont eu lieu au niveau national, régional ou local. Le dialogue est donc partout dans cette réforme. Pour autant, comme dans toutes les grandes réformes, celle-ci suscite des questionnements, toujours légitimes, auxquels je voudrais apporter dès maintenant quelques éléments de réponse. Elle génère aussi parfois, plus rarement, des doutes, voire des oppositions de 2 registres diamétralement opposés. Pour certains, souvent à la lecture de la presse, de tel ou tel article ou tel point de vue, ces réformes ne changeraient en fait rien, ou pas grand-chose. Elles seraient indolores et sans saveur.
Ces tenants d'un changement plus profond expliquent que nous vous proposons de faire du neuf avec du vieux, ou pour reprendre l'expression bien connue, que nous prétendrions tout changer pour que rien ne change. Pour d'autres, au contraire, qui s'expriment de la même manière et dans la colonne d'à côté, davantage convaincus des vertus de nos systèmes actuels, ces réformes seraient à l'inverse porteuses de trop grands changements, de bouleversements dangereux ou d'effets pervers redoutables. Face à ces deux critiques assez classiques, en fait, que tout oppose et qui ne peuvent se rejoindre que dans une posture stérile de rejet, où se situe la vérité de notre ambition? Je me propose d'y répondre sur quelques sujets. Sur la réforme de la formation professionnelle, j'entends parfois dire que nos ambitions seront vaines et que le système restera cloisonné et complexe, que sa gestion serait encore opaque, que les partenaires sociaux ne prioriseraient pas davantage leurs actions en direction des publics ayant les besoins les plus importants, que le compte personnel de formation ne sera qu'un DIF à peine renforcé, en passant de 120 heures à 150 heures. À l'opposé, j'ai parfois l'écho d'une vision catastrophiste de la réforme qui produirait tant de changements qu'elle réduirait l'effort de formation des entreprises ou, par exemple, qu'elle empêcherait les PME de continuer à former leurs salariés. Bien, tout cela ne me paraît pas exact. Le compte personnel, c'est le décloisonnement et la porte d'entrée unique vers tous les dispositifs existants. C'est une simplification considérable pour le salarié ou le chômeur qui a besoin de formation. L'opacité est remise en cause par le fait que le financement de la démocratie sociale et celui de la formation professionnelle seront désormais totalement séparés. La différence entre le compte personnel de formation et le DIF est criante, puisqu'en plus d'être portable tout au long de la vie, d'être le support d'abondements complémentaires, le compte personnel de formation disposera de moyens multipliés par plus de 5 par rapport au DIF, dont les financements n'étaient d'ailleurs pas dédiés. Près d'1 milliard sera consacré à la formation des salariés au titre de leur compte personnel. 300 millions s'y ajouteront pour la formation des demandeurs d'emploi via leur compte personnel. Et c'est ainsi que la réforme oriente les fonds mutualisés vers les demandeurs d'emploi en augmentant de plus de 50% la contribution du fonds paritaire de sécurisation des parcours aux formations qui leur seront destinées. Comme il s'agit de débusquer une fois pour toutes les approximations et les erreurs, je veux dire un mot de l'apprentissage. Là encore, nous sommes parfois accusés à la fois de ne rien faire par certains, de trop réformer par d'autres. Le gouvernement est, je le redis ici clairement, extrêmement attaché au développement de l'apprentissage, qui a abondamment fait les preuves de son efficacité en termes de qualification et d'insertion professionnelle des jeunes. Et c'est pourquoi l'objectif de porter le nombre d'apprentis à 500 000 en 2017 a été inscrit dans le pacte de compétitivité. Le bilan de l'année 2013 est maintenant connu. Une tendance à la baisse est effectivement observée. La baisse réelle, qui est la plus significative, est celle des entrées de juin à décembre 2014, est une baisse de l'ordre de 4%. Ce n'est pas satisfaisant, évidemment, mais c'est avant toute chose, comme toujours dans ces périodes, le signe d'une conjoncture hésitante, dans un contexte de diminution engagée du chômage des jeunes. Pour progresser, les petites entreprises dans lesquelles se trouve plus de la moitié des apprentis doivent être rassurées et soutenues. C'est dans ce but que l'architecture des aides aux employeurs d'apprentis a été ciblée sur elles et sur les premiers niveaux de qualification. Mais surtout, le texte qui vous est présenté apporte des modifications importantes pour donner corps à l'ambition de développement de l'apprentissage. En effet, la réforme de la taxe d'apprentissage, qui est poursuivie ici, permettra d'orienter davantage de financement vers l'apprentissage, sans remettre en cause le libre choix des entreprises en termes d'affectation de cette taxe. Par ailleurs, les dispositions sont prévues pour sécuriser les apprentis et leurs employeurs via l'accompagnement des CFA et la prévention des ruptures, ainsi que via la nouvelle possibilité de conclure un contrat d'apprentissage dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, ce qui est une nouveauté remarquable. Sur la réforme de l'inspection du travail, les voix critiques qui s'expriment s'opposent elles-mêmes sur certains points. Pour certains, nous affaiblirions l'inspection en la mettant au pas pour satisfaire les revendications patronales. D'autres, à l'inverse, expriment la crainte du renforcement des pouvoirs de contrôle des inspecteurs au détriment des entreprises. Où est la vérité là aussi? La vérité est dans l'équilibre de ce texte. Ne rien changer
serait condamner l'inspection du travail à une forme de fossilisation, figée dans un format qui n'a jamais changé depuis sa création. Il faut conserver l'inspecteur du travail généraliste actif dans sa section de proximité, mais y adjoindre une organisation collective plus efficace. Quant au pouvoir de l'inspecteur, ils sont garantis et augmentés dans les cadres qui existent dans d'autres corps d'inspection. La libre décision de donner des avertissements ou des conseils au lieu d'intenter ou de recommander des poursuites est confortée. Le responsable hiérarchique n'aura pas le droit de dessaisir l'agent d'un dossier ou de le changer d'affectation, ni de lui donner un ordre sur le contenu d'une décision. Il ne le peut pas aujourd'hui, il ne le pourra pas demain. Les agents auront toujours une liberté d'organiser et de conduire des contrôles. Aujourd'hui comme demain sur un chantier, dans une entreprise, ce sont eux qui décident, ce sont eux qui constatent, ce sont eux qui dressent le procès-verbal en toute indépendance. Cette indépendance est d'ailleurs désormais gravée dans la loi grâce à un amendement important qui a été voté à l'Assemblée nationale. Une inspection indépendante, mais sachant s'organiser de manière à lutter collectivement contre la grande délinquance ou les grands risques, tel est le sens de la réforme qui y ajoute un mouvement exceptionnel de promotion professionnelle, puisque les contrôleurs sont appelés à être transformés en inspecteurs dans les 10 années qui viennent. Laissez-moi, mesdames et messieurs les sénateurs, pour conclure, vous dire qu'un texte d'une telle ampleur ne peut satisfaire chacun sur tous les points. Mais, comme les partenaires sociaux parviennent à avancer grâce à des compromis dans lesquels toutes leurs revendications ne peuvent être satisfaites, c'est un texte de progrès qui porte de nouveaux équilibres et de nouvelles réponses aux enjeux auxquels nous sommes confrontés. Les forces qui croient au progrès savent au fond d'elles-mêmes que chaque progrès est une conquête, que rien ne vient jamais d'un seul coup. Ce texte fait de nombreux pas en avant. Le pas puissant d'un texte produit par et dans le dialogue. Donnons un signe fort en démontrant que cette méthode est la seule qui permet de réformer notre pays et qu'elle est, au fond, acceptée et souhaitée par tous. Le pas en avant d'un texte qui réforme la formation professionnelle comme elle ne l'a jamais été depuis la loi Delors de 1971 et qui refonde, pour 40 ans peut-être, le système. Nous avons donc là l'occasion d'écrire un morceau de l'histoire économique et sociale de la France. Le pas décidé d'un texte qui affronte les déséquilibres du système. 50% des salariés des entreprises de plus de 1000 ont accès à la formation, quand 30% des salariés des entreprises de moins de 10 salariés et contre 20% des chômeurs, il y a là quelque chose qui n'est plus admissible. Le pas léger d'un texte qui simplifie un paysage complexe de la formation, en créant une contribution unique de 1% de la masse salariale et en ramenant de près de 200 le nombre d'organismes collecteurs à une vingtaine au niveau national et à 1 par région. Le pas important d'une loi qui crée le compte personnel de formation universel, portable et attaché à la personne. Le pas résolu d'un texte qui remplace une obligation de financer par une obligation de former, pariant sur la responsabilité des acteurs. Le pas après pas qui achève de transférer à la région les compétences en matière de formation professionnelle, constituant ainsi un bloc homogène de compétences au plus près du tissu économique et de ses besoins en savoir-faire. Le pas, me semble-t-il, aussi décisif d'une réforme qui prend acte que la compétition mondiale se joue désormais majoritairement sur le terrain des compétences et des connaissances. Cette réforme doit donc encourager et donner envie à chacun de progresser d'un niveau. Le pas encore d'une réforme qui règle le sujet laissé pendant de la représentativité patronale. Épineuse question, depuis bien longtemps, selon un mécanisme clair et pertinent fondé sur l'adhésion et un socle de critères communs avec la représentativité syndicale. Le pas encore de la transparence des mécanismes de financement du dialogue social, de manière à dissiper les fantasmes et les soupçons, ainsi qu'à assumer le fait que la démocratie sociale a un coût et que la démocratie politique s'honore à le garantir. Enfin, le pas résolu, après 2 ans de dialogue, vers la réforme d'une inspection du travail confrontée au changement du monde. Face à autant de grands et de petits pas, je me félicite de pouvoir avoir maintenant avec vous un débat qui s'annonce évidemment riche, intéressant,
comme il l'a été à l'Assemblée nationale, et je ne peux que vous engager à réserver un accueil favorable à ce texte pour lui permettre d'entrer en vigueur rapidement et ainsi favoriser la mise en œuvre fluide de ces réformes d'ampleur qui supposent l'intervention non seulement de textes réglementaires, mais aussi de négociations, en particulier dans les branches et les entreprises. J'en termine évidemment par un mot de remerciement à vous tous qui allez contribuer à ce débat, à la présidente de la Commission des affaires sociales, Madame David, que je salue, qui a, comme toujours, œuvré, malgré le temps court qui lui était laissé, à la qualité des travaux en commission, à la Commission des finances et à son rapporteur ici présent, Monsieur Patria, qui connaît parfaitement, de tout point de vue, les sujets concernant en particulier la formation professionnelle et l'apprentissage, et bien entendu à Monsieur Claude Jeannerat, dont chacun connaît ici la maîtrise des dossiers, le sens de la pédagogie et l'humeur toujours égale. Je vous remercie et attends avec impatience le débat qui commence maintenant. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Claude Jeannerat, rapporteur de la Commission des affaires sociales. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des affaires sociales, Monsieur le rapporteur pour avis, mes chers collègues, plus de 40 ans après l'examen, au mois de juin 1971, des lois Delors qui ont bâti notre régime de formation professionnelle et d'apprentissage, je pourrais faire mien les propos alors prononcés à cette même tribune par celui qui me précédait dans la fonction de rapporteur, mon ancien collègue Adolphe Chauvin. Il émettait, selon ses propres termes, une protestation solennelle concernant les conditions d'examen de ces 4 textes, jugeant, au vu des délais imposés à l'Assemblée nationale et au Sénat, qu'il était, je le cite, parfaitement déraisonnable de faire travailler le Parlement dans de pareilles conditions. Si le célèbre conseil reçu de son neveu Tancrède par le Guépard, et vous y avez fait allusion, Monsieur le Ministre, était qu'il fallait que tout change pour que rien ne change, ici, au contraire, mes chers collègues, on constate qu'il faut que rien ne change pour que tout change. Rien ne change, malheureusement, sur le plan de la procédure parlementaire et de l'urgence dans laquelle nous sommes contraints d'examiner les projets de loi gouvernementaux. Tout change, en revanche, grâce à ce texte, dans les principes du système de formation professionnelle français. Il était en effet urgent, et vous l'avez bien expliqué, Monsieur le Ministre, que la formation professionnelle redevienne un levier de qualification de tous les actifs et donc un facteur de compétitivité pour nos entreprises et de sécurisation des salariés dans leur parcours professionnel. Ce texte est fidèle à l'objectif fixé en 1971 par Jacques Chaban-Delmas, à la réforme dont il était l'initiateur. Et je le rappelle, ce cap, donner à chacun une deuxième, voire une troisième chance au cours de son existence professionnelle. Ce n'est pas là l'unique volet de ce projet de loi. Il comporte également d'importantes mesures visant à accroître la légitimité des acteurs du dialogue social, au niveau national comme au celui de la branche, achevant ainsi l'œuvre engagée par la réforme de la représentativité syndicale de 2008. Il poursuit également la réforme de l'inspection du travail qui voit ses capacités d'action renforcées. Son élaboration, précédée de la négociation et de la signature par la majorité des partenaires sociaux d'un accord national interprofessionnel, traduit l'engagement du gouvernement en faveur d'une démocratie sociale vivante et respectée dans son domaine de compétences défini à l'article L1 du Code du travail. La preuve est ainsi apportée, s'il en était besoin, de la complémentarité des démocraties sociales et parlementaires
cette dernière restant bien sûr souveraine, mais se trouvant enrichie de cet apport essentiel. Sans revenir sur l'ensemble des dispositions du projet de loi, le ministre en ayant fait la présentation exhaustive, j'aimerais pour ma part insister sur plusieurs innovations majeures de ce texte pour lequel j'entrevois une pérennité comparable aux mesures de 1971, celles qui visaient, rappelez-vous alors, à construire la nouvelle société. Les limites du modèle français de formation professionnelle sont bien connues. De nombreuses inégalités d'accès, selon le niveau de formation initiale ou encore selon la taille de l'entreprise, et l'inefficacité d'une partie des dépenses engagées en raison de l'obligation fiscale de financement du plan de formation sont mentionnées dans tous les diagnostics réalisés ces dernières années. Et je veux citer ici le rapport de la mission commune d'information sénatoriale de notre collègue Jean-Claude Carle, de notre ancien collègue Bernard Seillier en 2007 ou celui de notre collègue Gérard Larcher en avril 2012. Vous l'avez sans doute observé, leurs recommandations sont convergentes. Supprimer l'obligation légale pour que la formation redevienne pour les entreprises un investissement à part entière et mettre en place un compte individuel de formation attaché à chaque individu et non à son statut. Eh bien, ce projet de loi, mes chers collègues, en est la traduction. La réflexion mérite d'ailleurs d'être poursuivie pour que la formation figure aussi un jour dans sa traduction comptable en haut de bilan et ne soit plus considérée comme une charge. À l'article 1er, le compte personnel de formation marque une rupture forte avec les outils de formation tels qu'ils ont été conçus jusqu'à présent et constitue, reconnaissons-le, une avancée réelle par rapport au droit individuel à la formation institué en 2004 et qui est resté, vous le savez, malheureusement inabouti. Plafonné à 150 heures contre 120 pour le DIF et alimenté à hauteur de 24 heures par an, le compte aura une validité permanente jusqu'au départ à la retraite de la personne. Surtout, les droits devront être utilisés pour financer des formations qualifiantes et à cette fin, il faut insister sur ce point, il s'articulera avec des abondements complémentaires pour permettre de suivre des formations longues. Contrairement au DIF, vous l'avez compris, il bénéficiera d'un financement dédié versé par les entreprises et défini dans le cadre de la refonte de l'obligation légale de financement. En effet, les partenaires sociaux se sont accordés pour transformer l'obligation de dépenser adoptée en 1971, et vous l'avez bien expliqué, en une obligation de former. En lieu et place de l'obligation de financement du plan de formation et des divers dispositifs professionnalisants, une contribution au taux unique de 1% de la masse salariale contre 1,6 aujourd'hui est instaurée par l'article 4. Elle sera entièrement mutualisée selon plusieurs usages. Ce pari visant à responsabiliser les entreprises sera, j'en ai la conviction, couronné de succès. Elle consacre les entreprises, vous le savez, déjà plus de 2% de leur masse salariale en moyenne à leur plan de formation. Le taux réduit applicable aux très petites entreprises est maintenu et la mutualisation en leur faveur est renforcée. Contrairement à ce que certains prétendent, et je veux le souligner avec force, les PME ne sont pas les laissés pour compte de cette réforme, puisqu'un nouveau versement mutualisé au titre de leur plan de formation est institué. Aujourd'hui, reconnaissons-le, le système est tellement peu redistributif que les PME de 10 à 49 salariés financent à hauteur de 50 millions d'euros par an
la politique de formation des entreprises de plus grande taille. Pour les demandeurs d'emploi, le CPF sera un levier pour accéder aux formations longues auxquelles ils ont difficilement accès aujourd'hui, grâce en particulier à ces 300 millions d'euros de ressources supplémentaires qui feront effet de levier. Dans le même temps, le projet de loi procède à une clarification bienvenue de la répartition des compétences en matière de formation et de gouvernance régionale et nationale du système. En se voyant confier l'organisation et le financement du service public régional de la formation professionnelle, la région en devient le véritable chef de file. Elle pourra mettre en œuvre, dans le respect du droit communautaire, un service d'intérêt économique général. Au niveau national, le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle, le CNEFOP, se substituera aux instances existantes. Au niveau régional, un comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle, le CREFOP, rassemblera toutes les parties prenantes pour adapter les politiques de formation et notamment le compte personnel de formation aux besoins des territoires. Le sort de l'AFPA n'a pas été oublié. Le patrimoine actuellement détenu par l'État qui est mis à sa disposition pourra, selon certaines conditions et dispositions, pourra être transféré aux régions. Sur ce point, le texte a connu des avancées à l'Assemblée nationale, mais peut encore être amélioré. Nous nous y emploierons ensemble. Ce texte contient de nombreuses autres mesures, toutes d'importance, sur la formation professionnelle, afin notamment d'encourager le dialogue social dans l'entreprise à son sujet. Il élargit également l'accès à la formation des personnes en insertion par l'activité économique. Enfin, il contribue à la modernisation de l'apprentissage en sécurisant le parcours des apprentis, en rationalisant le processus de collecte de la taxe d'apprentissage et en garantissant que son produit aille prioritairement à l'apprentissage. Je ne développerai pas ces points pour l'instant, car nous aurons l'occasion d'y revenir plus en détail lors de la discussion des articles et des amendements. Venons-en maintenant, si vous le voulez bien, au deuxième volet du projet de loi, celui relatif à la démocratie sociale. L'article 16 définit les règles de la représentativité patronale et vient ainsi combler un vide juridique préjudiciable à la légitimité du dialogue social. Cette réforme résulte, d'une part, de la position commune signée le 19 juin 2013 par la CGPME, le MEDEF et l'UPA, d'autre part, du protocole d'accord conclu le 30 janvier dernier entre ces trois organisations et la FNSEA, l'UNAPL et l'UDES. Le projet de loi fixe ainsi un cadre global pour rétablir la représentativité des organisations patronales, aussi bien au niveau des branches professionnelles qu'au niveau national, interprofessionnel ou multiprofessionnel. Il prévoit que la mesure de l'audience sera fondée non sur une élection, mais sur le nombre d'entreprises adhérentes. Vous l'avez bien expliqué, Monsieur le Ministre. Il définit par ailleurs des règles spécifiques en cas d'adhésion d'une organisation de branche à plusieurs organisations qui ont vocation à devenir représentatives au niveau national et interprofessionnel. La multi-adhésion n'est pas rare au niveau des branches. Ainsi, le Conseil national des professions de l'automobile, c'est un exemple, le CNPA, adhère à la fois au MEDEF, à la CGPME et à l'UPA. Le projet de loi maintient cette liberté, bien entendu, mais prévoit que l'organisation de branche devra affecter une part déterminée de ses entreprises adhérentes à chacune des organisations de niveau national et interprofessionnel. Cette part ne pourra être inférieure à un seuil fixé par décret que le projet de loi encadre dans une fourchette comprise entre 10 et 20%. Le texte définit également le droit d'opposition patronale
à l'extension d'une convention ou d'un accord et il instaure 4 dispositifs ambitieux pour accélérer la restructuration des branches professionnelles. L'article 18 instaure un fonds paritaire afin de rendre transparent le financement des partenaires sociaux et mettre ainsi, vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, un terme à un climat délétère de suspicion. Leur financement sera maintenu au même niveau qu'aujourd'hui, mais les circuits seront simplifiés, rendus publics et mieux contrôlés. Je vous proposerai à cette occasion un amendement de la Commission pour que toutes les organisations qui bénéficieront de financement du fonds paritaire soient informées des projets de décision et de délibération relatifs à la répartition de ces crédits. L'article 19 traite de la transparence des comptes des comités d'entreprise, sur lequel notre commission, vous l'avez rappelé, s'est penchée en octobre dernier. Le projet de loi reprend, je le crois, l'essentiel des dispositions du texte que nous avions alors adopté, sur proposition de sa rapporteure, Catherine Procaccia, et il emporte par conséquent notre pleine adhésion. Le troisième et dernier volet concerne la réforme de l'inspection du travail, sans doute la plus importante et la plus ambitieuse depuis des décennies. Et je veux saluer ici l'engagement du gouvernement et tout particulièrement de son ministre du Travail pour un projet, je le crois, porteur de progrès. Pourtant, vous l'avez déjà observé, le texte fédère contre lui des critiques émanant des deux bords de l'hémicycle qui me semblent, je le crois, méconnaître les garanties et l'équilibre que porte ce projet de loi. Certains dénoncent une réforme qui porterait atteinte aux principes essentiels qui fondent l'inspection du travail, comme l'indépendance et la liberté dans les suites données à un contrôle. Je rappellerai tout d'abord que l'Assemblée nationale a consacré ces principes d'indépendance et de liberté dans le Code du travail, répondant ainsi à une demande des agents. En outre, les futurs responsables d'unités de contrôle seront des inspecteurs comme les autres, chargés d'assurer, notamment dans la mise en œuvre des actions collectives, l'animation et l'accompagnement des agents de contrôle placés sous leur autorité. En somme, ce lien ne sera pas plus attentatoire à la liberté des agents que celui qui existe aujourd'hui entre les inspecteurs et les contrôleurs au sein d'une section d'inspection. Enfin, le risque de chevauchement des compétences lors d'un contrôle commun entre les agents des unités de contrôle territorialisées, des unités régionales de contrôle et du groupe national de contrôle d'appui et de veille me semble, pour ma part, essentiellement théorique. En pratique, les structures régionales et nationales agiront évidemment en concertation avec les agents de terrain. Elles se concentreront surtout sur les chantiers et les entreprises mobiles pour lutter contre le fléau du travail illégal, tandis que chaque agent de contrôle demeurera libre des suites qu'il entend réserver à ces contrôles. D'autres, à l'inverse, soulignent les risques d'arbitraire que ferait courir la réforme à l'encontre des employeurs. Je veux rappeler que si la procédure de sanction administrative est engagée par l'agent de contrôle, c'est le directeur de la directe qui prendra la décision de sanctionner l'employeur après l'avoir invité à présenter ses observations dans un délai d'1 mois. L'agent de contrôle ne sera donc pas juge et partie, des contre-pouvoirs existeront au sein même de la directe et les droits de la défense seront respectés. Toute sanction aussi, faut-il le rappeler, pourra être contestée devant le juge administratif dans les conditions de droit commun. De même, la transaction pénale sera engagée par le directeur de la directe, mais nécessitera l'homologation
préalable du procureur de la République. Quant au plafond des amendes administratives, ils sont cohérents avec ceux que prévoit actuellement le Code du travail. Alors, Monsieur le ministre, je crois que nous devrons ensemble faire œuvre de pédagogie pendant ce débat au Sénat pour dissiper les inquiétudes que suscite cette réforme. Je considère pour ma part, et je l'ai dit, que le texte qui nous est proposé est équilibré. Il donne de nouveaux pouvoirs à l'inspection du travail pour mieux défendre les intérêts élémentaires des travailleurs, tout en respectant les droits des employeurs et les principes de l'état de droit. Nous vous proposerons néanmoins un amendement pour améliorer encore l'information des agents de contrôle lorsque la procédure de transaction pénale est engagée. Je vois donc une grande cohérence dans ce projet de loi qui répond tout à la fois aux besoins des salariés et à celui des entreprises françaises. Une formation professionnelle efficace, adaptée aux besoins de l'économie, est redevenue un outil de qualification et de promotion sociale. Un dialogue social marqué par la légitimité de ses acteurs et la transparence de leur financement. Une inspection du travail efficace et impartiale, cela ne correspond-il pas aux exigences de notre économie et plus largement aujourd'hui de notre société? La Commission des affaires sociales n'a pas semblé le croire puisque, contre l'avis de son rapporteur, elle n'a pas adopté de texte sur ce projet de loi lors de sa réunion du mercredi 12 février dernier. Elle avait néanmoins auparavant adopté les 53 amendements que je lui avais proposés. Nos débats porteront donc sur le texte du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. Je vous remercie. Merci, Monsieur Jeannerat. La parole est à Monsieur François Patriat, rapporteur pour avis de la Commission des finances. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, Madame la Présidente, mes chers collègues, après vous, Monsieur le Ministre, notre collègue Claude Jeannerat vient à l'instant de nous décrire en détail les enjeux du projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale. J'en approuve pour ma part les conclusions. Aussi, j'irai droit au but de ce que j'estime être les principales vertus de ce texte et les raisons qui ont conduit la Commission des finances, Monsieur le Ministre, à en recommander également l'adoption dans le cadre de la saisine pour avis et sous réserve de quelques modifications, pour la plupart de forme, qu'elle a proposées. Tout d'abord, la question d'opportunité de la saisine de notre Commission des finances s'est d'emblée posée en raison de l'ampleur, Monsieur le Ministre, vous l'avez rappelé, de l'ampleur de la réforme proposée et des modifications profondes apportées. Au financement de la formation professionnelle, dont les chiffres vous ont été proposés, compris qu'il s'agit d'une réforme importante, à l'organisation des organismes paritaires et à la collecte de la taxe d'apprentissage, j'y reviendrai, au périmètre des compétences et de financement de la formation professionnelle par les régions, et enfin, quatrième raison d'importance, au financement des organisations syndicales et patronales. L'examen de ce projet de loi montre que malgré la diversité, et ils ont été bien rappelés, des questions traitées, il se dégage de ce texte une cohérence majeure autour de trois objectifs, cohérence d'ensemble autour de trois objectifs majeurs. En tout cas, trois qualités essentielles qu'il faut reconnaître à ce projet de loi: la simplification d'une part, la clarification d'autre part, et enfin l'optimisation. J'ai plus particulièrement considéré que les articles 5, qui justifiaient la saisine pour avis de la Commission des finances, répondaient à ces objectifs de simplification, de clarification et d'optimisation. Ainsi, l'article 9 vise à simplifier le dispositif de collecte de la taxe d'apprentissage, à clarifier les circuits de répartition du produit de cette taxe et à en optimiser la gestion. Monsieur le ministre,
vous avez aussi eu en responsabilité dans une grande région française cette question de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Tout à l'heure, vous l'avez rappelé, nous pourrons être donc en phase parfaite sur ce sujet. Pour leur part, les articles 9 bis et 9 ter, adoptés à l'Assemblée nationale à l'initiative du gouvernement pour remédier à la censure du Conseil constitutionnel sur plusieurs alinéas de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2013, répondent également à ces trois objectifs en réformant la taxe d'apprentissage. De son côté, l'article 15 prévoit la compensation par l'État des transferts de compétences aux régions prévus aux articles 6 et 11 en matière d'apprentissage, de formation professionnelle. Là encore, l'achèvement du processus de transfert aux régions de ces compétences va dans le sens de la simplification, de la clarification et de l'optimisation. Enfin, il en va de même de l'article 18, qui réforme le financement des organisations syndicales et patronales en créant un fonds paritaire dont les ressources émaneront des employeurs, des organismes paritaires et de l'État. Il faut saluer ces avancées qui répondent et mettent en application la plupart des recommandations, et j'en tire une petite fierté malgré tout, que j'avais formulées l'année dernière, avec votre accord, Monsieur le ministre, je m'en souviens, au nom de la Commission des finances pour une réforme de la collecte de la répartition du produit de la taxe d'apprentissage. Ainsi, dans ce rapport, nous avions appelé à une réforme profonde et urgente dans le respect des trois principes de simplification, de décentralisation et de paritarisme. Je voudrais en rappeler les principales préconisations. Simplifier, clarifier, homogénéiser la collecte en rationalisant le réseau des OCTA, réduire leur nombre, créer une tête de réseau des organismes collecteurs, instaurer une compatibilité analytique obligatoire des conventions d'objectifs et de moyens. En second lieu, nous avions proposé d'introduire un pilotage régional dans la répartition de la taxe d'apprentissage en fonction des priorités de formation définies, par exemple, au travers du contrat de plan régional de développement de la formation professionnelle. Enfin, associer l'ensemble des acteurs en introduisant le paritarisme dans la collecte et dans la répartition des fonds, fusionner la taxe d'apprentissage avec la contribution de développement à l'apprentissage de la CDA, parce que c'est un mécanisme dont une complexité a été démontrée à plusieurs reprises, bien sûr à la Commission des finances, mais dans le vécu des organisations professionnelles. Et puis enfin, recentrer la taxe d'apprentissage vers le financement de l'apprentissage, mais Monsieur le ministre, tout à l'heure vous l'avez rappelé, en augmentant la part confiée aux régions dans la gouvernance de la répartition des fonds, notamment en confiant aux régions la gouvernance des fonds non affectés par les entreprises en coordination avec l'État et les partenaires sociaux. Là, c'est du paritarisme. L'essentiel de ces recommandations, Monsieur le ministre, je vous en remercie, a été mis en œuvre par le gouvernement, d'abord dans la loi de finances 2014, ensuite dans la loi de finances rectificative pour 2013 et enfin par le présent projet de loi. Il faut s'en féliciter et c'est la raison pour laquelle votre commission des finances, saisie pour avis, a émis un avis favorable à l'adoption de ce texte. Pour autant, comme je vous l'annonçais dans l'introduction, je vous présenterai au nom de la commission des finances 4 amendements. Un premier portant sur le fond, un second de précision et 2 amendements purement rédactionnels. Je m'arrêterai quelques instants sur les 2 premiers amendements concernant l'article 9. Celui-ci, l'article 9, réforme profondément les modalités de collecte de la répartition de la taxe d'apprentissage et opère une rationalisation du réseau des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage, les OCTA, au niveau national, mais aussi au niveau régional, ramenant leur nombre de 147 à une vingtaine au niveau national. Les OPCA nationaux de branches professionnelles ou interprofessionnelles seront agréés pour remplir les fonctions d'OCTA, donc les OPCA deviendront les OCTA, et un par région, soit au total 46. Au niveau régional, une seule chambre consulaire sera habilitée à collecter et à reverser les fonds affectés à la taxe d'apprentissage selon des modalités définies dans le cadre d'une convention conclue avec les autres chambres consulaires de la région. Cela va dans le sens de la simplification, de la clarification et de l'optimisation. J'y reviens une nouvelle fois. De plus, l'article 9 instaure une procédure nouvelle associant la gouvernance régionale, en particulier le conseil régional, au terme de laquelle les OCTA procéderont dorénavant
à l'affectation des fonds dits libres non affectés par les entreprises. Tout à l'heure, vous avez rappelé, Monsieur le ministre, qu'il y a la liberté d'affectation des fonds, qu'elle était maintenue, mais qu'il y a une partie qui est affectée ensuite. Nous avons estimé, Monsieur le ministre, c'est là un point de désaccord, que la réduction proposée par le projet de loi était perfectible. En effet, elle ne précise pas si les versements effectués par les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage doivent être réalisés conformément ou non aux observations et propositions issues de la concertation organisée avec la région. En un mot, est-ce que les préconisations de la région qui collent au territoire seront respectées par les OCTA? Donc, cette procédure, celle du texte de loi, n'offre pas de lisibilité sur le fait de savoir si les propositions de la région et des partenaires sociaux seront prises ou non en considération. Donc, notre premier amendement aura donc pour objet de clarifier les conditions de répartition des fonds du solde du quota non affecté par les entreprises en renforçant le rôle de la gouvernance régionale. Aussi, je propose qu'à l'issue d'une concertation sur la proposition des organismes de collecte, la région décide de la répartition des fonds dits libres qui ne sont pas affectés par les entreprises. Je sais que le gouvernement ne sera pas nécessairement favorable à cet amendement, mais je préfère défendre ici cette position un peu maximaliste, quitte, à l'issue d'un débat que nous pourrons avoir entre nous, voir quelle position peut être acceptée pour y remédier le mieux possible. Et pour voir si, effectivement, les versements seront bien conformes aux recommandations émises par la région. Un second amendement, Monsieur le ministre, visera à étendre aux organismes de collecte de la taxe d'apprentissage l'application des dispositions introduites à l'initiative du Sénat dans le cadre de l'adoption de la loi du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie, visant à instaurer la conclusion d'une convention triennale d'objectifs et de moyens entre les organismes de collecte paritaires agréés et l'État, ainsi que leur évaluation et la publication triennale d'un bilan. Ce n'est pas un amendement majeur, mais qui compte quand même dans l'exercice de ses fonctions. Pour conclure, j'aborderai très rapidement deux autres articles qui font l'objet de notre saisine pour avis. L'article 9 et l'article 9 bis et 9 ter visent à rectifier les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 29 décembre 2013. Vous vous souvenez, c'est très récent. Le gouvernement a voulu réparer immédiatement ce qui manquait dans le texte et le Conseil constitutionnel a censuré, faute d'être suffisamment précis, plusieurs alinéas de l'article 60 portant réforme de la taxe d'apprentissage de la loi de finances rectificative pour 2013 relative aux règles d'affectation du produit de la taxe d'apprentissage. En un mot, le Conseil constitutionnel a dit que ça ne pouvait pas relever parfois de la loi ou parfois du règlement, mais qu'il fallait statuer une fois pour toutes. Il faut se souvenir que l'article 60 en question fusionnait la taxe d'apprentissage et la CDA et posait de nouvelles règles d'affectation de son produit. Une première fraction, dont le montant est au moins égal à 55% du produit de la taxe due, affectée aux régions. Une deuxième fraction, dénommée quota, attribuée aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage dont les modalités d'affectation du produit de la taxe d'apprentissage étaient renvoyées au pouvoir réglementaire. C'est sur ce dernier point que le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions de l'article 60 en estimant que le législateur avait méconnu l'étendue de sa compétence. Aussi, ces deux articles prévoient-ils de réintégrer les dispositions censurées en veillant à préciser dans la loi, je dis bien dans la loi et non dans le règlement, le taux de la fraction du quota de la taxe d'apprentissage réservée au développement de l'apprentissage, 21%, et celui du hors quota au titre des dépenses réellement exposées en vue de favoriser les formations technologiques et professionnelles initiales, 23%. De facto, la part régionale du produit de la taxe d'apprentissage s'établira donc à 56%, et je m'en réjouis. Il était nécessaire d'introduire ces dispositions dès maintenant afin de permettre à toute la chaîne des acteurs de l'apprentissage de préparer l'application de cette réforme pour le 1er janvier 2015. Je conclus. Quant à l'article 15, prévoit la compensation par l'État des transferts de compétences aux régions, dont le coût est compris entre une fourchette estimative allant de 150 à 200 millions d'euros. Il faudra que le gouvernement, Monsieur le ministre, soit plus précis et explicite sur la question de savoir comment ce transfert de compétences
sera financé. Les régions doivent savoir sur quel type de recettes de compensation elles pourront compter pour 2015 et les années suivantes. C'est un sujet qui est rémanent, si j'en juge par les futurs textes de loi que nous allons aborder d'ici à cet été. Enfin, je terminerai l'examen de ce projet de loi par l'un de ses articles emblématiques, à savoir l'article 18, relatif à la réforme et à la modernisation du financement du paritarisme. La philosophie générale du dispositif est de passer d'un système opaque et illisible, de financement éclaté entre différentes sources, Claude Jeanneret vient de le dire très bien avant moi, principalement lié à la gestion paritaire d'organismes, à un système, enfin, transparent de financement du coût du dialogue social, centralisé dans un nouveau fonds paritaire. Il s'agit d'instaurer un financement mutualisé à coût constant, je le rappelle, avant et après la réforme. Normalement, pour les entreprises, la réforme doit être neutre, mais il faut souligner que le budget global de ce nouveau fonds paritaire devrait dépasser les 140 millions d'euros, dont près de 30 millions d'euros de subventions de l'État, ce qui n'est pas mince. Là encore, il conviendra, dès le prochain projet de loi de finances pour 2015, de s'assurer que ces dotations budgétaires répondent aux mêmes impératifs de simplification, de clarification et d'optimisation que j'ai évoqués. Enfin, Monsieur le ministre, je présenterai à titre personnel et avec quelques autres un certain nombre d'amendements au cours de la séance, mais qui n'entrent pas dans le cadre de la saisine de notre commission. Au bénéfice de ces observations, votre commission des finances vous propose l'adoption, la commission a proposé l'adoption du présent projet de loi. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Monsieur Jean Desessard pour le groupe Écologie. Alain. Exactement. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Messieurs les rapporteurs, chers collègues, nous examinons aujourd'hui le projet de loi issu de l'accord national interprofessionnel du 14 décembre 2013, formation professionnelle, démocratie sociale, inspection du travail, des sujets qui auraient mérité mieux qu'un débat parlementaire précipité. Le gouvernement a fait le choix d'engager la procédure accélérée. On comprend mal, en tout cas moi, cette volonté d'agir aussi vite. On voit mal, en tout cas moi, où se situe l'urgence. De tels délais nuisent grandement à la qualité de nos travaux et témoignent, je suis désolé, Monsieur le Ministre, d'un manque de considération pour les parlementaires. Les gouvernements se suivent, ne se ressemblent pas, mais il y a une constante. Ils pratiquent les mêmes méthodes vis-à-vis du Parlement. Sur le fond, la première partie du projet de loi relative à la formation professionnelle traite d'un sujet central. La dépense nationale pour la formation professionnelle et l'apprentissage témoigne de cette importance par son montant élevé, 32 milliards d'euros en 2011, soit 1,6% du PIB selon la DARES. Les entreprises sont de loin les premiers financeurs, à 43%, et les montants alloués sont en progression, plus 3,1% par rapport à 2010. L'État est le deuxième contributeur, avec 15% de la dépense, malgré une baisse de 1,1% de crédits alloués. Et ensuite viennent les régions, avec 14% de la dépense totale. Pourtant, si les fonds sont là, il existe de grandes disparités entre les bénéficiaires. Selon une étude de l'INSEE de 2012, si 51% des 25-54 ans en emploi ont suivi une formation pour raison professionnelle dans l'année, seulement 27% des chômeurs de cette même classe d'âge ont pu en bénéficier. De grandes disparités existent au sein même du monde du travail. Selon la même étude, chez les actifs occupant un emploi, 66% des diplômés de niveau supérieur à Bac+2 ont suivi au moins une formation professionnelle dans l'année, contre 25% des personnes sans diplôme. Les inégalités sont ainsi très fortes et la formation professionnelle bénéficie
peu ou pas suffisamment à ceux qui en ont le plus besoin. Alors, que ce soit clair, la formation doit naturellement bénéficier à l'ensemble des salariés, y compris les cadres. Améliorer leurs compétences en permanence permet une adaptation aux nouvelles techniques et une transmission du savoir au sein de l'entreprise qui bénéficie à tous. Mais la formation doit aussi être rendue plus accessible aux chômeurs et aux précaires. Ceux-ci ont un fort besoin en formation pour apprendre un nouveau métier, pour développer des compétences nouvelles. La formation professionnelle est également un moteur de développement personnel, je le rappelle parce que parfois on l'oublie, et d'épanouissement des individus. C'est un moyen de préparer l'avenir avec le plaisir d'apprendre. Adaptation aux nouvelles technologies, facteur de réinsertion et de réorientation pour les chômeurs et précaires, outil d'épanouissement, la formation professionnelle recouvre tous ces aspects et il nous faut trouver ensemble le juste équilibre. Alors, je le disais, la formation professionnelle est un outil d'adaptation au changement de la société pour apprendre de nouvelles technologies, pour former aux nouveaux métiers. Et j'insiste sur ce point, et je reviendrai dans le cours du débat, Monsieur le Ministre. Pour cela, il faut concevoir une démarche prospective au niveau national et pas simplement dans les régions, pour identifier les métiers de demain et les techniques qu'ils mobiliseront afin d'anticiper le changement plutôt que de le subir. Et si l'on doit préparer, à contrario, la venue des métiers de demain, il ne faut pas non plus oublier ceux d'hier. Chaudronniers, ébénistes, tailleurs de pierre, tous ces métiers se raréfient et pourtant ils sont utiles et demandés. Une politique de formation cohérente doit nécessairement les prendre en compte et s'assurer qu'ils ne disparaîtront pas. Et cela nécessite que ce ne soit pas simplement laissé à l'échelon régional, mais qu'il existe une coopération entre les régions pour une formation sur un créneau étroit. Dans notre monde aux ressources de plus en plus limitées, nous devons également orienter de façon volontariste nos modes de production vers la proximité, vers l'économie énergétique. Il y a donc besoin de techniciens pour les énergies renouvelables, pour l'efficacité énergique des bâtiments, pour le recyclage des déchets, etc., etc. La formation professionnelle a tout son rôle à jouer et doit devenir un outil de la transition écologique et accompagner ces mutations. Le compte personnel de formation constitue un premier pas important vers une formation pour tous que nous appelons de nos vœux. Il est directement rattaché au salarié qui le conservera tout au long de sa carrière, dès son entrée dans le monde du travail, indépendamment de sa situation et de son entreprise. Le détenteur du compte, s'il effectue des heures de formation en dehors de son temps de travail, n'est pas tenu d'en informer son employeur et d'obtenir son accord. Il s'agit, et félicitations, Monsieur le Ministre, d'une avancée réelle par rapport au droit individuel à la formation, qui était ouvert aux seuls salariés avec 1 an d'ancienneté, dont l'accord de l'employeur était indispensable pour toute formation et dont la portabilité entre 2 emplois posait parfois problème. Néanmoins, son volume horaire reste faible, 150 heures sur 7 ans et demi. Et on peut s'interroger, est-ce que 150 heures permettent d'obtenir une formation qualifiante afin qu'un individu puisse se réorienter en cours de carrière? En particulier, ce faible volume horaire est encore loin de permettre à des personnes éloignées de l'emploi de repartir sur de nouvelles bases. De fait, le CPF risque d'être principalement utile aux salariés déjà qualifiés qui ont besoin d'une mise à niveau sur une nouvelle technologie, comme c'est le cas aujourd'hui, plutôt que par les personnes qui en ont le plus besoin. Chômeurs, précaires, seniors. Une question, Monsieur le Ministre, l'augmentation des fonds consacrés aux demandeurs d'emploi de 600 à 900 millions est-elle suffisante? Nous aurons l'occasion d'en débattre. Mais malgré ces insuffisances qu'il nous conviendra de combler, nous tenons, nous les écologistes, à saluer la mise en place du CPF,
Nous considérons cette réforme comme une première étape majeure vers un droit universel à la formation tout au long de la vie. Concernant la démocratie sociale, le projet de loi réforme la représentativité des organisations syndicales et patronales ainsi que leur financement. Nous nous réjouissons que l'Assemblée nationale ait intégré au texte la représentativité des acteurs dits du hors-champ. Cette dénomination est trompeuse, car ces acteurs ne sont absolument pas marginaux. Économie sociale et solidaire, agriculture et professions libérales, voilà les activités hors champ qui fédèrent un tiers de l'activité économique et des emplois en France. Sur la transparence des comptes des comités d'entreprise, l'obligation d'établissement et de certification des comptes en fonction de seuils, selon la taille du comité, est une mesure équilibrée permettant de mieux contrôler l'utilisation des fonds. Je note, Monsieur le ministre, que vous avez tenu votre engagement pris en octobre de l'année dernière devant cet hémicycle lors de l'examen de la proposition de loi de ma collègue Mme Procaccia. Vous nous aviez alors assuré que les dispositions du texte que nous étudions se retrouvaient dans le projet de loi que nous examinerons aujourd'hui. Voilà. Merci, Monsieur le ministre. Voilà le point qui fâche, Monsieur le ministre. J'y arrive. La partie inspection du travail. Nous y sommes fortement opposés. Tout d'abord, sur la forme. On voit mal la nécessité d'inclure un chapitre sur l'inspection du travail au milieu d'un texte traitant de la formation professionnelle. Où est le rapport? Il s'agit clairement d'un cavalier législatif qui n'a pas sa place dans le projet de loi que nous examinons aujourd'hui. Cette réforme verticale, imposée, est par ailleurs très mal vécue par les inspecteurs et leurs syndicats, qui craignent une remise en cause de leur indépendance. Cette indépendance est pourtant consacrée au sein de l'article 6 de la Convention OIT 81 sur l'inspection du travail. Je cite, au cas où, Monsieur le ministre, vous ne l'auriez pas consulté, « Le personnel de l'inspection sera composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité de leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. » Mais le projet de loi prévoit une refonte de la hiérarchie au sein de l'inspection du travail. Sont créées des unités de contrôle régionales et locales dans lesquelles des responsables d'unités de contrôle, des RUC, choisis au sein des inspecteurs, auront carte blanche pour imposer leur méthode aux autres agents. Mais en quoi, Monsieur le ministre, les inspecteurs du travail ont-ils démérité pour qu'on veuille les encadrer ainsi? En quoi, Monsieur le ministre, n'ont-ils pas rempli leur mission? Nous en saurons certainement davantage au cours de ce débat. Nous pouvons aussi craindre qu'avec la création d'environ 200 postes de responsables, vous savez, les responsables, la gestion, il faut s'occuper, tout ça, la réforme conduira évidemment à une diminution sensible des effectifs présents sur le terrain, et évidemment, au détriment du respect de la réglementation sociale. Autre point, les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, les directs, auront la possibilité de prononcer des sanctions administratives. Cette mesure nous pose problème, puisque ces mêmes directs sont également chargés de la lutte contre le chômage. Que se passera-t-il le jour où une entreprise dans un secteur jugé stratégique ne respectera pas le droit du travail? Les sanctions seront-elles appliquées de la même manière? On peut se poser la question. Aussi bien sur le fond que sur la forme, nous nous opposons à cette réforme hâtive et dangereuse qui remet en cause l'indépendance de l'inspection du travail. Nous appelons donc de nos vœux le report de cette disposition et nous appelons un dialogue social apaisé au sein de cette institution
afin de déboucher sur des solutions consensuelles acceptées par les intéressés. En conclusion, notre constat sur ce projet de loi est ainsi mitigé. Vous l'aurez compris, nous nous réjouissons de la mise en place du compte personnel de formation. Mais l'article 20 sur l'inspection du travail ne nous donne pas satisfaction. Donc, en l'état, à l'heure actuelle, le groupe écologiste n'émet pas aujourd'hui un avis favorable sur ce texte. Je vous remercie. Merci, Monsieur Desessard. La parole est à Monsieur Jean-Noël Cardou pour le groupe UMP. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, une fois de plus, sur un texte fondamental, nous travaillons dans l'urgence, suivant la procédure accélérée et sans évaluation ni recul suffisant. Alors, Monsieur le Ministre, vous comprendrez qu'après cette introduction, je ne partagerai pas votre satisfecit sur la méthode. Et j'ai vu avec satisfaction que les précédents orateurs m'ont suivi. Notre rapporteur, qui, au coup de passage, mérite un sérieux coup de chapeau dans les conditions dans lesquelles il a travaillé. C'est exceptionnel d'avoir préparé son rapport en une nuit, et M. Desessard l'a confirmé. Alors, compte tenu de ce contexte extrêmement difficile, eh bien, notre groupe va très probablement, à la fin du débat, s'opposer à ce texte. Tout simplement parce que le gouvernement, une fois de plus, a compliqué les choses en ajoutant de nombreuses dispositions hors ANI. Nous l'avions déjà vu auparavant et le gouvernement persévère. Et malgré vos dénégations, Monsieur le Ministre, vous l'avez dit que vous n'acceptiez pas ce terme en commission, nous persistons à dire que c'est un peu un texte fourre-tout et que les partenaires sociaux n'ont pas été saisis, conformément à l'article 1er du Code du travail, pour toutes les dispositions hors ANI. Il y a eu une concertation, mais il n'y a pas eu de saisine, comme cela était le cas pour l'ANI. Alors, à ce stade de mon propos, je vais vous dire que les expériences précédentes auraient dû être méditées. J'en ferai une énumération brève. Les contrats de génération et le temps partiel, imparfaitement travaillés, que vous réintroduisez dans le texte à l'article 10 pour essayer de les améliorer. Le CICE, compliqué, que vous envisagez d'abandonner dans le cadre du pacte de compétitivité. Les emplois d'avenir, dont nous avions beaucoup discuté, et que, bien timidement et après coup, vous avez ouvert au secteur marchand, la clause de désignation dans la loi de sécurisation de l'emploi, qui, par à deux reprises, s'est fait repousser par le Conseil constitutionnel, et enfin, la TVA anti-délocalisation, supprimée dès votre arrivée au pouvoir, puis réintroduite sous une autre forme pour financer le CICE. À chaque fois, sur ces textes étudiés dans l'urgence, notre groupe a été obligé de travailler suivant la procédure accélérée, et bien qu'ayant été souvent en accord avec certains objectifs, nous avions mis en garde la majorité et fait des propositions constructives d'amélioration que le gouvernement a rejetées et maintenant, sans clairement l'expliciter, s'en inspire un peu pour modifier ces textes à la marge. Alors, confrontés au même problème aujourd'hui, devant ce texte étudié en urgence et sans recul, nous disons que, Monsieur le Ministre, le gouvernement aurait dû se borner à la transcription de l'ANI approuvée par les partenaires sociaux, mais surtout être élaboré avec beaucoup plus de recul en se donnant du temps. Et je pense que le fait que deux syndicats, et non des moindres, la CGT pour les syndicats de salariés et la CGPME pour les syndicats d'employeurs, que ces deux syndicats n'aient pas signé de ce texte est quand même la preuve de son imperfection. Alors l'impression dominante, c'est que c'est un peu un texte d'affichage élaboré dans l'urgence, tout simplement pour mettre en avant une simple équation, une simple égalité, baisse des charges sociales des entreprises, qui effectivement en ont bien besoin actuellement, contre dialogue social réussi. C'est vrai que c'est ça l'affichage du texte, mais c'est vrai aussi que le fond n'a pas été totalement abordé. Il en résulte un texte hétéroclite, complexe, souvent incompréhensible, et surtout avec des conséquences financières pas évaluées et sans régulation ultérieure prévue. Alors,
après ce tableau un peu noir, j'y reviendrai dans le détail, il faut quand même souligner un certain nombre de points positifs sur lesquels nous sommes d'accord, vous le savez, Monsieur le Ministre. Pas la peine de vous exclaffer comme ça. Mais ne vous inquiétez pas, je reviendrai aux points négatifs après. Donc, pour les points positifs, bien entendu, le compte personnel de formation, c'est l'article 1er, au lieu du droit individuel à la formation. Le renforcement du dialogue social au sein des entreprises, c'est l'article 2. La simplification, 2 taxes simplement, et surtout des formalités administratives considérablement allégées, c'est l'article 4. Et comme cela a déjà été souligné, la transparence dans le financement du dialogue social qui est affiché, c'est l'article 18. Nous y sommes très favorables. Et d'ailleurs, je remercie notre rapporteur, M. Jeanneraud, d'avoir cité parmi ceux qui ont, dans le passé, travaillé sur ces textes, Gérard Larcher et Jean-Claude Carle, qui ont été un peu les initiateurs, et cela montre que nous pouvons avoir des points de convergence sur certaines réformes de fond. Mais pourquoi y avoir ajouté des dispositions hors ANI ? Je prendrai le comité d'entreprise. Nos collègues Catherine Procaccia et Caroline Cayeux avaient élaboré une proposition de loi que nous avions discutée en commission, qui est pratiquement la même que ce que vous reprenez. Pourquoi n'avoir pas laissé vivre cette proposition de loi ? L'inspection du travail. Si nous sommes relativement d'accord sur la modification de la gouvernance et de l'organisation, pas sur les sanctions qui y sont prévues, mais je constate que les syndicats de salariés sont, pour la plupart, vent debout contre cette réforme. Ce n'est pas nous qui le disons, ils nous l'ont dit. Et puis, les ajustements que vous avez inclus dans le texte sur les contrats de génération et le temps partiel, qui sont certainement, pas sur les contrats de génération, mais sur le temps partiel, j'y reviendrai, nécessaires, eh bien, ça montre bien que ça confirme bien l'aspect hétéroclite du texte que je soulignais il y a quelques instants. Et puis surtout, et enfin, vraiment, la réforme qui fâche, l'apprentissage. L'apprentissage, et je ne développerai pas beaucoup ce texte, car Jean-Claude Carle, qui est un éminent spécialiste en la matière, le fera tout à l'heure au nom de notre groupe, mais je constate simplement qu'en vous donnant crédit de votre bonne foi, l'apprentissage dans ce texte est simplement considéré comme une variable d'ajustement financier par rapport aux besoins des régions et du gouvernement. Alors, maintenant, passons en revue peut-être rapidement le détail des points négatifs, j'y reviens, chers collègues, vous ne serez pas déçus, pour lesquels nous proposerons un certain nombre d'amendements. Déjà, et je le dis, pas suffisamment de recul financier ni d'évaluation du financement du compte personnel de formation corrélé à la baisse de collecte. On baisse la taxe. On passe grosso modo de 1,6 à 0,9, ou à 1 et 0,9, pardon, excusez-moi. Vous m'écoutez, Monsieur le Ministre, merci. Donc de 1,6 à 1 et 0,9, cela va générer des baisses de ressources pour les OPCA qui, naturellement, comme l'ont dit certains, avaient besoin d'être remis en cause sur le plan de l'utilisation de leurs excédents. Mais néanmoins, c'est un fonds hasardeux parce qu'on sait que ce fameux fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels est financé en partie par le rebasculement des excédents des OPCA au-delà de 35%. Et si les OPCA ont moins d'excédents, ce fameux parcours, ce fameux fonds, risque d'avoir moins de ressources. Alors, comme on a sanctuarisé sa part de revenus de 0,20 dans ses recettes, qu'est-ce qui arrivera un jour, compte tenu des besoins du plan de formation, si ces 0,20 sont utilisés et si le fonds paritaire ne peut plus faire face? Je pense, et j'en reviens toujours à ma petite logique comptable, qu'il aurait été bien sûr, avec toutes les réserves face à une prospective, de faire un tableau d'emploi et de ressources, et puis de voir, et peut-être d'être un peu plus humble dans la mise en place de cette réforme et de l'étaler sur 1, 2 ou 3 années avec une réduction progressive de la taxe. Alors, on estime aussi que la formation des demandeurs d'emploi est insuffisante. 600 à 900 millions d'euros. Permettez-moi de vous reprendre, Monsieur le Ministre. Vous avez dit que vous aviez augmenté de plus de 50%. Pour moi, 600 à 900 millions d'euros, c'est 50%. C'est pas plus de... Bon, enfin, ça, c'est anecdotique. Mais on sait aussi que ces 300 millions d'euros supplémentaires vont être faits au détriment du parcours de sécurisation professionnelle. Je l'avais déjà dit en commission. Donc là, on se pose un vrai problème. C'est pourquoi notre groupe, on en a beaucoup discuté tout à l'heure, va proposer un amendement
pour que, dans le cadre des abondements prévus par le texte, nous puissions porter à 250 heures le plafond des heures pour les demandeurs d'emploi dans le cadre du CPF. Nous estimons que la mutualisation vers les TPE et les PME est insuffisante, même si l'Assemblée nationale a introduit un amendement qui redonnait du grain à moudre aux plus de 50, mais le problème des 50 à 200 est mal réglé. Et puis, la représentativité patronale, l'article 16 est contesté, et je pense que approuver un texte avec une espèce de sentiment de frustration par certaines organisations n'est pas sain et qu'il aurait été nécessaire d'avoir un peu plus de recul. Ensuite, une incertitude quant à la participation des hors-champs. Vous avez rattrapé extrêmement rapidement par une voie de convention négociée dans l'urgence, qui prouve bien que ce cas-là n'avait pas été suffisamment étudié en amont, les hors-champs qui seraient consultés pour le problème de financement du dialogue social et puis pour le problème des formations. Mais surtout, on ne sait pas actuellement si les hors-champs seront associés d'une manière délibérative à ce comité. Vous me dites oui, mais j'attends que vous nous le confirmiez. Et puis, il y a la décentralisation. Nous ne la contestons pas, cette décentralisation de l'État vers les régions, mais on constate simplement que l'État se désengage totalement de financement, en particulier en supprimant ces contrats d'objectifs et de moyens État-région. Je pense qu'il aurait été nécessaire aussi de lisser dans le temps ce désengagement pour permettre aux uns et aux autres de s'y habituer. Et puis avec aussi, même si vous avez fusionné deux institutions, une gouvernance nationale et régionale complexe, avec une représentation limitée, puisque dans les COPIDEF et les CREFOP et les organismes que je vous disposerai des initiales à l'échelon national équivalent, eh bien, un certain nombre de partenaires ne sont pas associés, et je pense en particulier aux chambres consulaires, tout au moins dans les CREFOP qui sont consultatifs, et aussi les départements, puisque les départements sont quand même chef de file en matière de handicap et d'insertion et de RSA, qu'il aurait été tout à fait naturel de les associer dans les organes de réflexion sur la formation de ces publics-là. Et puis, aussi ces trois listes de formation qualifiante qui sont quand même relativement complexes à mettre en œuvre. Je pense que la simplification, le choc de simplification que le gouvernement veut mettre en avant aurait quand même nécessité une réflexion pour simplifier ces choses-là. Alors J'espère que, compte tenu des incertitudes quant au financement, ce n'est pas un obstacle supplémentaire, ces trois listes de formation qualifiante, pour essayer de désengager, de faire que certains bénéficiaires du CPF y renoncent. J'espère que non. Et puis, aussi, et ça le rapporteur l'avait dit dans son rapport, j'avais souligné, et d'autres interlocuteurs lors de nos auditions l'ont souligné, compte tenu des incertitudes de financement, vous avez fait un pari. Vous avez fait un pari en disant que les OPCA vont complètement changer de mentalité, ce qui est tout à fait souhaitable, qu'on allait sortir d'une logique de collecte forcée vers une logique d'offre vis-à-vis des partenaires sociaux et des entreprises, ce qui est tout à fait bien, mais êtes-vous sûr que la réponse sera aussi rapide et immédiate? Vous savez, les inerties dans ce genre de choses, vous les connaissez certainement aussi bien que moi, et donc sur cette collecte, sur ce changement de mentalité des OPCA, sur le pari que vous faites du financement, j'avoue que j'émets des doutes, des inquiétudes, et qu'il aurait été certainement nécessaire d'aller un peu plus loin dans l'analyse, dans la prospective, pour essayer de mettre des garde-fous plus importants. Alors je rajouterai à la fin que les pouvoirs administratifs de l'inspection du travail, j'ai dit tout à l'heure que nous n'étions pas opposés, d'ailleurs Gérard Larcher l'avait déjà préconisé, pas opposés à la réforme de l'organisation des inspections du travail, mais en revanche, donner des pouvoirs assez exorbitants avec des amendes pouvant aller à 10 000 € par salarié en cas de non-fermeture généralisée à l'ensemble des activités, c'est quand même des épées de Damoclès extrêmement dangereuses pour les entreprises, et puis surtout cette procédure un peu exorbitante de droit commun où, pour les besoins de leur mission, les inspecteurs du travail pourraient
prendre connaissance de documents au siège de l'entreprise comme ils le faisaient auparavant, mais aussi les emporter et en prendre copie à leur bureau. Et ça, je pense que ce n'est pas tout à fait dans la logique d'un dialogue constructif, même si les entreprises doivent être contrôlées pour celles qui ne respectent pas le droit du travail. Je pense que là aussi, supprimer ces dispositions assez fortes serait de nature, dans les relations que vous voulez établir avec les entreprises, serait de nature à les rassurer quant à l'attention du gouvernement. Temps partiel, parlons-en. Vous réintroduisez, tout le monde se rend bien compte que 2 ou 3 branches simplement ont accepté de négocier ces accords. Elles jouent la montre probablement, mais ça déstructure des secteurs d'activité complets, et en particulier les services à la personne, les municipalités avec les rythmes scolaires. Et là, je pense qu'il faut prendre le temps de réfléchir et d'améliorer. Et puis, et j'y reviens, dernier grief, l'apprentissage sacrifié comme variable d'ajustement et surtout assorti d'un désengagement total de l'État pour la formation des personnes handicapées. Donc voilà tous ces critiques, c'est une longue liste, vous en conviendrez, et je pense que dire que c'est un texte bâti trop vite, sans recul suffisant, eh bien, est corrélé par le fait que nous avons quand même, et à mon corps défendant, puisque j'aime bien être léger dans l'approche de la pratique des amendements, mais quand nous avons terminé nos auditions, nous nous sommes rendus compte que de nombreux problèmes, certaines fois légitimement, n'avaient pas été abordés. Et voilà pourquoi nous sommes arrivés au total de presque 80 amendements, ce qui est quand même symptomatique de l'insatisfaction que génère ce texte. Alors, je terminerai en soulignant que nous avons voulu, puisqu'il y a de nombreux points positifs dans ce texte, nous avons voulu ouvrir la porte, des sujets qui fâchent, l'apprentissage, l'inspection du travail, mais nous avons voulu ouvrir la porte à des amendements de sagesse. Et en particulier, j'avoue que cette espèce de frustration qu'ont certaines organisations patronales quant à la représentativité mérite d'être prise en compte. Voilà pourquoi, à la fin de l'article 16, nous proposerons un amendement afin de donner un peu de temps au temps, d'attendre l'échéance de 2017 qui permettra la photo de la représentativité patronale, c'est dans le texte, de manière à ce qu'un comité de suivi soit établi et que ces 2 années soient mises à profit pour que les partenaires sociaux, patronaux, rediscutent, essayent d'évoluer et surtout essayent de se comprendre. Parce que bien souvent, c'est un problème de compréhension et je crois que ces 2 années ne seraient pas trop et je pense que vous feriez un geste d'apaisement si vous acceptiez cet amendement. Et puis celui aussi pour ce fameux temps partiel où, compte tenu des blocages que cela représente, eh bien, nous pourrions peut-être envisager de donner un peu plus de temps et de redemander aux négociateurs de l'ANI à l'époque de réfléchir pour essayer d'arrondir un peu ce texte pour répondre aux situations de frustration dans certains secteurs que ça donne. Alors voilà, je reviens, dans ces conditions-là, je ne vois vraiment pas comment le groupe UMP pourrait voter ce texte. Nous verrons l'évolution du débat. Et pour conclure, Monsieur le Ministre, puisque j'ai fait référence au début au pacte de compétitivité, j'espère, et là je prendrai un pacte de responsabilité, que, fort des expériences passées que j'ai citées au bout de mon propos, vous prêtiez une oreille attentive à nos propositions, dans le cadre d'un dialogue constructif qui devrait toujours s'établir entre majorité et opposition, et que, plutôt que rejeter les propositions du Sénat en les marginalisant, que nous établissions entre nous, gouvernement, Sénat, un pacte de responsabilité pour ne plus travailler dans l'urgence et se donner le temps de la réflexion. Je pense que je suis tout à fait de l'ordre du temps en faisant ces propositions. Maintenant, Monsieur le Ministre, la balle est dans votre camp. Merci, Monsieur Cardou. La parole est à Madame Chantal Joanneau pour le groupe UDI, UC. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la position que je vais défendre ne vous surprendra pas puisque c'est la même que celle que nous avions défendue à l'Assemblée nationale. Je me concentrerai sur la partie formation professionnelle et mon collègue Jean-Marie Van Nuremberg va se consacrer de manière plus approfondie sur les questions relatives au dialogue social.
Il y a bien évidemment dans ce texte énormément de points favorables. Le compte personnel de formation a été évoqué par la plupart des interlocuteurs. Nous y sommes très favorables parce que le principe de droit attaché à la personne est un principe qui nous est cher et nous aimerions d'ailleurs voir cette évolution étendue à l'essentiel des droits sociaux. Deuxièmement, naturellement, nous sommes un parti très favorable à la décentralisation, donc au principe de responsabilisation des régions. Et d'ailleurs, on aurait même aimé que vous puissiez aller beaucoup plus loin dans cette logique de décentralisation en confiant une responsabilité pleine et entière des régions, notamment sur la gestion des fonds de la formation professionnelle. Et dans cette même logique, les partenaires sociaux, eux, seraient simplement associés à l'élaboration des plans et des programmes de formation et à leur évaluation. Et c'est peut-être là d'ailleurs un point qui va fondamentalement nous distinguer dans la philosophie même du texte et de la formation professionnelle. C'est un point de divergence. Jean-Louis Borloo s'est déjà beaucoup exprimé sur ce sujet. Nous ne partageons pas le principe selon lequel la formation professionnelle, et tout particulièrement la formation professionnelle, devrait relever uniquement de l'initiative des partenaires sociaux, tandis que le législateur serait lié en grande partie par cette décision des partenaires sociaux. C'était un principe juste et vrai dans les années 70, quand le chômage était un phénomène relativement marginal et que donc il était logique qu'on consacre l'essentiel des moyens à l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Ça ne l'est plus aujourd'hui, puisque les enjeux contemporains de la formation professionnelle sont des enjeux qui fondamentalement relèvent de l'intérêt général et donc du législateur. J'allais dire, nous sommes là pour ça. Ces enjeux, vous les connaissez, c'est la lutte contre les inégalités. Jean Desessard en a parlé tout à l'heure. Ces inégalités que l'école ne corrige plus et que finalement la formation professionnelle aujourd'hui aggrave, puisqu'elle bénéficie essentiellement aux personnes les plus qualifiées. Deuxième enjeu, c'est la lutte contre le déclassement et l'exclusion qui aujourd'hui est générée par la permanence du chômage de longue durée. Et troisième enjeu, c'est l'adaptation aux évolutions et aux secteurs d'avenir identifiés dans les investissements d'avenir. Donc en d'autres termes, ça n'est pas l'évolution d'un système mutualisé vers un système incitatif que nous aurions souhaité, c'est au contraire plus de systèmes mutualisés avec une place du législateur prioritaire dans la définition des orientations de la formation professionnelle. Donc on a un problème de philosophie par rapport à ce texte, on l'a déjà exprimé. Et puis ensuite, deuxième difficulté, c'est que nous ne répondons pas complètement aux trois grandes insuffisances qui ont été notées dans le cadre de la formation professionnelle. Première insuffisance, on dépense beaucoup, 32 milliards, ça a été cité, pour la formation professionnelle, mais avec des résultats qui sont maigres. Pour nous, le problème, ce n'est pas de dépenser beaucoup, ce n'est pas que les grandes entreprises dépensent le double de leurs obligations légales. Le vrai problème, c'est la faiblesse des résultats, et notamment pour les salariés les moins qualifiés. Donc, ce n'est pas tellement parce qu'on va réduire de 70% l'obligation de financement des plans de formation et qu'on va augmenter en réalité 0,1 point la mutualisation des fonds, puisqu'on va passer de 0,8% à 0,9%, qu'on va améliorer la situation. On aurait préféré qu'il y ait réellement un accent mis sur la qualité des formations. Or, il n'y a rien sur la certification des organismes de formation, point qui est très régulièrement avancé. Il n'y a pas d'accompagnement pour les PME pour mieux identifier et leurs besoins et les organismes qui sont capables de répondre à leurs besoins. Et sur l'évaluation, il y a très peu parce que le CNEFOP, dans sa structure même, si c'est un bon outil de concertation, n'est a priori pas du tout structuré pour pouvoir faire de l'évaluation.